sur cette question de la démocratie, quand on essaie de regarder ce qu'étaient les précédentes campagnes européennes, pendant des années et des années, c'était la même ancienne, l'Europe n'est pas assez démocratique. Sans doute, pour la première fois, l'inquiétude a changé à la fois de localisation et d'intensité, puisque c'est de plus en plus un certain nombre d'États membres dans lesquels la question de la démocratie se pose. Peut-être que c'est par là que je voudrais commencer avec Anya. 1989, il y a 30 ans, chute du mur de Berlin, vague démocratique, adhésion d'un certain nombre de pays d'Europe centrale et orientale à l'Union européenne, idée qu'il y a ce que l'on appelle une consolidation démocratique, que le mouvement à la fois entre économie de marché et démocratie va de pair et que la marche ne se fait que dans un sens. 30 ans après, l'inquiétude est là, avec la victoire, non seulement la victoire et parfois la réélection dans un certain nombre de pays de populistes, mais avec des reculs concrets de l'état de droit et des questions qui sont posées à l'Union européenne elle-même pour savoir comment elle réagit pas seulement quand un pays a des déficits publics excessifs, mais comment elle réagit lorsque un des États membres viole ce qui peuvent être des principes fondamentaux de l'Europe. Donc, peut-être cette question-là, et puis un deuxième élément, puisque là aussi on est toujours à 100 jours des élections. Vous avez vu le niveau d'intérêt qui était relativement bas. Alors on peut dire qu'on n'est pas encore tout près du scrutin, mais on commence quand même à s'en approcher. C'est particulièrement vrai en France où le niveau d'intérêt était plus bas encore que pour la moyenne, avec des taux d'abstention dans les élections au Parlement européen, avec ce paradoxe, plus le Parlement européen a de pouvoir, moins il a d'électeurs. C'est à peu près cette courbe-là que l'on suit depuis 1979. En 1979, une participation importante avec un Parlement qui a très peu de pouvoir, et au fur et à mesure que le Parlement européen a des pouvoirs, il a de moins en moins d'électeurs, notamment chez les jeunes, et je crois qu'il faudra aussi qu'on revienne sur ces points-là. Je suis déjà trop long, puisque je dis qu'il faut être bref, donc Anya, que se passe-t-il ? Ah oui, c'est une question simple, naturellement, pour aujourd'hui. Bonsoir, je suis très honorée. C'est magnifique d'être à Paris parmi vous aujourd'hui le soir pour avoir cette opportunité de discuter ensemble le sein de l'Europe et naturellement, en tout cas, c'est ce qui se passe en Europe par rapport à la démocratie. Si je peux, parce que en fait, cette question, c'est très personnelle vers moi. Aujourd'hui, le matin, j'ai accompagné mon fils de 4 ans pour l'école. Et il m'a demandé, tu pars encore une fois, qu'est-ce que tu vas faire ? Moi, naturellement, au début, je pensais alors quelle réponse on peut donner à un enfant qui a 4 ans. Et moi, je pensais, alors, moi, je veux partir parce que parmi les autres Européennes, je veux discuter les relations parmi les gens, parmi des sociétés, parmi tout le monde qui veut en fait affectuer... Gilles, ça va ? Oui, ça va bien. Affectuer les changements. Et tu m'as demandé, alors il y a 30 ans, depuis le moment de changement, de grands changements, il y a 15 ans, depuis le moment quand nous sommes entrés dans l'Union européenne, le moment très important pour les gens comme moi, parce que moi, je peux suivre ma vie en cadre de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que quand il y avait cette transformation, nous avons pris la démocratie comme le fait accompli. Et comme le fait accompli, nous avons pensé que comme la nation qui a eu une histoire très turbulente, nous avons ensemble décidé que démocratie sera le chemin que nous voudrions poursuivre pour le futur d'un pays. C'est pour ça, quand on regarde par exemple le document comme
constitution après le changement, on voit seulement la volonté de démocratie, mais pas de mécanisme de défense de démocratie, parce que nous sommes été convaincus que démocratie, c'est vraiment le chemin, la future que nous voudrions poursuivre pour nous et pour nos enfants. Et par contre, je trouvais cette première présentation au niveau des socio-économiques en Europe. Il y avait ce fait que, par exemple, la situation socio-économique en Pologne ou bien en Tchèque est trouvée par les citoyens comme la situation très bonne. Alors, comment ça s'est passé que quand dans le pays qui, en fait, a dans le cadre de prospérité, les gens maintenant ont décidé pour choisir le chemin qui n'est pas démocratique. Et je pense que c'est aussi l'explication que le néolibéralisme et le choix que nous avons commencé à avoir et nous avons perdu, la solidarité qui est quelque chose de très nécessaire pour être capable de cultiver la démocratie. Parce qu'en fait, la démocratie, c'est parmi les gens, parmi la société, et c'est parmi nous comme les voleurs. Et c'est pour ça, je pense que quand on parle, France, naturellement, le champion de défendre la démocratie, il a eu beaucoup de batailles, il nous a fait fiers d'être européenne parce qu'il a conduit beaucoup de batailles contre les autres en Hongrie et en Pologne qui sont contre la démocratie. Je pense que c'est important que nous soyons très clairs. On parle de temps en temps de questions de illiberal democracy. Moi, je viens de Pologne, et ce n'est pas l'illiberal democracy, c'est ce qui se passe là-bas. Ce n'est pas démocratie, point. Et comme les social-démocrates, je pense que la chose que nous devons donner, c'est la clarité et une réponse très claire. Nous sommes pour la démocratie et nous sommes contre toutes les choses qui sont un petit peu démocratiques ou contre-démocratiques partout. C'est pour ça, je pense que la première réponse, c'est ce qu'on peut faire parce qu'on va continuer le débat. On doit penser que la démocratie, ça n'est jamais fait accompli. Ça doit être cultivé. Ça doit avoir la valeur pour les gens par solidarité. Et en tout cas, si on voudrait sauver la démocratie représentative aujourd'hui, on doit le faire la démocratie participative. Parce qu'aujourd'hui, on peut naturellement parler au niveau gouvernemental, on peut demander à l'Union européenne de faire action, mais c'est aussi aux gens en Pologne et aux gens dans les autres pour sentir la solidarité de l'Europe et pour prendre action contre le gouvernement qui naturellement est contre la démocratie et qui prend de nous tout ce que nous avons réussi, d'être membre de l'Union européenne et d'avoir dignité comme le membre de sociétés démocratiques. Merci Anya. Anne, est-ce que ça existe une démocratie illibérale ou est-ce que c'est un oxymore? Et ce recul de l'idée même de la démocratie, c'est-à-dire qu'on est dans une situation, c'est vrai en France, mais d'autres enquêtes ont été faites dans d'autres pays qui le montrent, l'idée même de la démocratie n'est plus, pour une partie substantielle de la population, et c'est vrai notamment chez les jeunes, n'est plus une évidence. Cette idée-là de la déconsolidation démocratique, est-ce que c'est quelque chose que tu constates aussi et comment tu l'analyses? Oui, tout à fait. Bon, juste pour répondre sur démocratie libérale, je reviens tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est un oxymore, c'est-à-dire que voilà, c'est l'instant où on est dans le cadre d'une démocratie libérale, on n'est plus finalement, on s'échappe du cadre démocratique. Donc moi personnellement, je n'aime pas tellement la façon dont on peut accoler ces deux mots, car ça ouvre finalement la possibilité de dérives dont on ne sait pas très bien jusqu'où elles peuvent conduire. Alors moi, je voudrais repartir un petit peu du titre sous lequel vous avez placé en fait ce débat, le sens de l'Europe, pour dire que finalement, dans cette table ronde-là aussi, il faut qu'on se pose la question, donc, quel sens pour les citoyens, hein, finalement? Quel sens pour les citoyens? Vous avez montré tout à l'heure, dans ce qui a été montré sur l'Eurobaromètre, des signes positifs. Laure les a bien montrés, mis en évidence donc, dans cette enquête auprès des Européens, mais on voit surtout qu'il y a des très grandes différences selon les pays. Les dispositions finalement des Européens, des citoyens ne sont vraiment pas
les mêmes. Et il y a là très clairement une difficulté à faire vivre l'Europe politiquement, à faire cette Europe politique que l'on appelle évidemment de nos voeux, puisque par exemple dans 15 pays, selon l'enquête commentée tout à l'heure, dans 15 pays, soit plus de la moitié des pays que compte l'Union européenne, la majorité des citoyens pensent que leur vote ne compte pas. Donc là, on est bien effectivement dans ce problème de la démocratie, et de la démocratie représentative qui connaît de grandes difficultés. C'est bien dans ce contexte que vont se dérouler ces élections européennes, dans ce contexte d'une forte défiance à l'égard des représentations, enfin de la représentation politique, de la représentation démocratique. Et il me semble que cette distance des citoyens vis-à-vis des élections, vis-à-vis de la participation aux élections européennes, elle s'inscrit dans cette défiance vis-à-vis des institutions et dans cette crise de la représentation politique, c'est-à-dire que beaucoup de citoyens ne se sentent pas représentés, d'abord par leurs élus au niveau national, mais je pense qu'ils ne se sentent encore moins représentés par leurs élus au niveau européen. Donc je crois que là, on bute, dans ce sens de l'Europe, on bute sur cette question de la représentation politique, de la représentation donc démocratique au niveau européen, et sans doute qu'il y aurait là beaucoup de choses à faire en direction des citoyens pour leur permettre notamment de mieux comprendre comment peut s'articuler cette représentation politique au niveau du Parlement européen et la représentation politique au niveau des parlements nationaux. Pour l'instant, les deux activités, si j'ose dire, politiques, ces deux types de représentation politique apparaissent aux citoyens extrêmement déconnectés. Or, il y aurait sûrement nécessité à les montrer plus connectés pour intéresser justement les citoyens à cette Europe politique. Je suis tout à fait d'accord aussi avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que pour l'instant, l'Europe politique, elle est perçue par les citoyens au niveau de la représentation, de la représentation politique, d'une démocratie représentative, d'une démocratie européenne représentative, mais elle n'est absolument pas investie du point de vue d'une démocratie participative au niveau européen. Et donc là, il y aurait sans doute aussi des initiatives. Quand vous disiez qu'il fallait que les citoyens se saisissent au travers des outils de la démocratie participative, se saisissent davantage de cette Europe politique, de la construction de cette Europe politique, je crois que c'est aussi très important. Donc je dirais qu'on a d'une part une Europe culturelle, une Europe affective, une Europe d'appartenance. Voilà, on peut se reconnaître, beaucoup de citoyens européens considèrent que l'Union européenne fait partie de leur histoire, peut être une appartenance, mais on a de l'autre côté une Europe politique qui n'est pas du tout investie par les citoyens. Et quand je dis pas du tout, je ne crois pas tellement me tromper, vu l'intérêt très faible pour les élections européennes et la prévision d'abstention forte qui apparaît dans les quelques sondages qui existent déjà. Et on voit bien qu'en tout cas, la tendance à l'augmentation, à ce creuset finalement de l'abstention au fil du temps pour les élections européennes qui enregistrent de toutes les élections les taux d'abstention les plus marqués, n'a aucune raison de s'inverser dans les prochaines semaines. Alors, ça, c'est effectivement le cadre de cette réflexion sur quel sens l'Europe peut-elle avoir, en tout cas cette Europe politique pour les citoyens, parce qu'il me semble que c'est bien ça le chaînon manquant, c'est cette dimension politique qui n'est pas au jour d'aujourd'hui investie. Et donc, tout cela prend cette réflexion du sens de l'Europe pour les citoyens est d'autant plus problématique, me semble-t-il, que le cadre même de la démocratie est
est érodé, et en tout cas se trouve érodé dans les jeunes générations. On observe effectivement un très net affaiblissement de la confiance démocratique dans le renouvellement générationnel. 3 signes rapides de cela: un sentiment majoritaire que la démocratie ne fonctionne pas bien. Quand on pose ces questions dans la plupart des pays européens, en tout cas les jeunes sont toujours plus nombreux encore que les autres, même si les populations généralement aussi ont toujours ce sentiment majoritaire que la démocratie ne fonctionne pas bien. Le fait, deuxième signe, que de plus en plus se répand et se diffuse l'idée que d'autres régimes politiques pourraient être aussi bons que la démocratie, et particulièrement dans les jeunes générations. Donc là, on voit bien ce délitement, cette érosion de la confiance démocratique. Et puis, troisième signe de cette érosion, la séduction d'un leadership autoritaire. C'est-à-dire, on a effectivement régulièrement dans les questions européennes, mais aussi dans les questions, les enquêtes que l'on peut mener en France, cette idée d'un homme fort qui se passerait du Parlement et qui ne ferait pas non plus tellement attention aux élections, serait plutôt quelque chose de bien pour le pays. En gros, on a entre 30 et 40% des citoyens qui acquiescent à cette éventuelle idée. Et les jeunes, là encore, sont toujours un peu plus nombreux que les autres. Cet affaiblissement de la confiance démocratique se double aussi d'un affaiblissement des principes au fondement même de la démocratie. On voit aussi cette confiance accordée au vote qui semble s'affaiblir dans le renouvellement générationnel. Dans le renouvellement générationnel, eh bien, les jeunes sont de plus en plus nombreux à douter de l'utilité de l'acte de voter, à considérer qu'en tout cas c'est de moins en moins un devoir, de plus en plus un droit, donc avec lui aussi le droit de ne pas voter. Donc l'abstention, elle acquiert aussi une certaine légitimité. Donc comment cette Europe politique peut se construire, comment effectivement on peut appeler de nos voeux la participation des citoyens à des élections européennes, alors qu'il y a à la fois cette crise de la représentation qui tenaille et à la fois cet affaiblissement de la perception du vote, qui est pourtant l'utile, de l'utilité du vote, qui est pourtant l'outil par excellence du fonctionnement démocratique. Voilà, donc il me semble que, on y reviendra peut-être dans le débat, mais que ce chaînon manquant de l'Europe politique nous interroge, et nous interroge surtout la possibilité que trouveraient les citoyens finalement de se mobiliser pour donner chair, corps, réalité à cette Europe politique qui ne concerne pas que les gouvernants. Merci beaucoup, Anne. Je crois qu'il y a un élément très important dans ce que vient de dire Anne, c'est que la crise démocratique dont on parle depuis de nombreuses années n'est pas seulement, ou même pas d'abord, une crise démocratique de l'Europe, mais une crise démocratique en Europe. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur de maintenant la plupart des États membres qu'il y a une crise qui prend des manifestations très diverses selon les pays, plus aiguës dans certains encore que dans d'autres, mais partout, ou à peu près partout. Je prends juste un point qu'a évoqué Anne tout à l'heure. La Fondation Jean Jaurès avait lancé avec Sciences Po une enquête annuelle qui s'appelle les fractures françaises. Et une des questions que nous avions posées était, Anne l'a évoqué, est-ce que vous considérez que la démocratie est le meilleur des systèmes ou est-ce qu'un autre système pourrait s'y substituer? Et je dois dire que lorsqu'il nous a été proposé, notamment par Brice Teinturier, de poser cette question-là la première fois, j'étais assez sceptique sur son intérêt. On pose la question, je vous dis les chiffres de mémoire, 2014, première fois, 25% des Français qui disent qu'un autre système pourrait se substituer à la démocratie. Je dois dire que j'ai été surpris, je trouvais le chiffre très élevé. 2016, on passe de 25 à 30%. 2018, après la séquence électorale, on passe de 30 à 36%. Et la Fondation pour l'innovation politique a fait la même enquête. Tout ça est en ligne sur leur site, dans une trentaine de pays, y compris dans quasiment tous les pays de l'Union européenne. Pour l'essentiel,
les autres pays européens se situaient dans les mêmes eaux, entre 30 et 40% qui disaient un autre système. Vous avez un petit groupe, notamment les pays scandinaves et l'Allemagne, qui étaient en dessous de 25%, quelques-uns, notamment de pays d'Europe centrale et orientale, qui étaient au-delà de 40%, mais cette situation française n'était pas une exception. D'où, c'est ma première remarque, la crise démocratique n'est pas d'abord une crise démocratique de l'Europe, mais une crise démocratique en Europe. Réaction, Ania? Immédiatement. Immédiatement. C'est le moment. Non, je pense que ça c'est très important parce que ça c'est le sens qui nous sommes comme les gens. Et quand on parle de crise démocratique en Europe, on toujours... Alors aujourd'hui, nous avons vu aussi des statistiques et des recherches comment si les Européens se sentent européens. Et il y a plusieurs, en Pologne par exemple, c'est naturellement, il y a une majorité qui se sent européenne. Mais ce n'est pas la même chose comme les citoyens de l'Europe. Parce qu'avec citoyenne, tu prends responsabilité, tu veux être actif et quoi. Alors, et ça, c'est probablement, avant, ça c'était quelque chose au niveau de la langue seulement. Mais maintenant, naturellement, en cadre de ce qui se passe avec Brexit et négociation de Brexit, le peuple britannique, il se sent européen, mais pas nécessairement le citoyen de l'Europe. Sa distinction est très importante avant, en fait, les élections, et nous avons déjà parlé, alors je pense qu'avant, ça c'était Pervenche Berès qui a parlé du manifeste du Parti socialiste européen qui sera adopté ce week-end. Et naturellement, avant toutes les élections européennes, on dit toujours que ce seront les élections historiques. Alors, toujours, chaque élection européenne sont les élections historiques, toujours. Et maintenant, on dit, ah oui, ce sont les élections très historiques parce qu'en fait, grâce aux crises, malheureusement, l'Europe est entrée dans le cadre des politiques nationales. Alors maintenant, on ne parle plus de l'Europe qu'avant, et c'est pour ça que ce seront les élections vraiment européennes. Mais par contre, on sait aussi que l'Europe en cadre national, c'est naturellement faire par les contextes culturels, les contextes socio-économiques, les contextes de crise et les autres contextes. Et pour cela, naturellement, c'est ce que ça veut dire l'Europe. Ça dépend où tu es situé. Et aussi, les caractères de euroscepticisme. Et maintenant, on a cette polling qui nous dit qu'un quart du Parlement européen se sera formé par eurosceptiques. Eurosceptique, la nature de l'euroscepticisme par Europe, c'est différent dans chaque pays. Alors, si on parle au niveau de l'Europe, alors pour nous, comme les social-démocrates, c'est de temps en temps vraiment difficile d'avoir un message européen. Et c'est pour ça, ce manifesto qui est très court, très clair, probablement c'est quelque chose qu'on peut transmettre, voir si vraiment dans ces cadres, dans la situation tant différente en Europe, on pourrait avoir le débat européen. Et la dernière chose, c'est ce qui se passe avec l'Europe. Toujours quand on a, parce que vous avez parlé d'abstention au niveau de l'élection européenne, toujours, quand nous avons les élections européennes, on pense comme dans les référendums, comme dans le plébiscite, parce qu'après, s'il y a moins et moins de gens qui ont participé dans les élections européennes, on dit toujours, alors, les restes, nous avons dit que c'est la fin de l'Europe, ou qu'ils ne veulent pas l'Europe. L'abstention, au niveau national, ce n'est jamais la question existentielle pour le pays, mais pour l'Europe, c'est toujours les résultats des élections, ce sont toujours la question existentielle. Et je pense que pour l'Europe, pour savoir, parce que vous avez parlé de ce sens Europe dans le sens d'avenir, maintenant, parce que l'Europe s'est pressée, c'est sous l'attaque des populistes, des gens qui sont contre l'Europe, de temps en temps, notre message sur l'Europe, c'est de l'Europe, de préserver l'Europe comme ça c'est. Mais pour les gens maintenant, quand nous avons parlé des changements climatiques, des difficultés avec le capitalisme, digitalisation, alors c'est ce que ça veut dire pour le marché du travail et ça. Pour les gens, ils ont ce sentiment d'insécurité. Et pour nous, pour délivrer vraiment le sens de choix, parce que nous avons parlé de représentation, et représentation, c'est d'avoir pouvoir de choisir, ça c'est pour l'Europe de donner les alternatives différentes. Et maintenant, dans les arguments qui sont vraiment pour et contre, ça c'est toujours très difficile de donner aussi le choix politique. Mon pays, Pologne, dans lequel maintenant, probablement, nous allons avoir la coalition entre conservateurs et les social-démocrates contre le gouvernement. C'est un des cas que maintenant, pour
les cas qui est plus important, on a décidé d'avoir l'autre nature de choix. Moi, je suis très triste, mais en tout cas. Merci beaucoup, merci à toutes les deux de ces interventions. Je vous propose, comme le temps file, d'aborder la dernière partie de notre réunion en demandant à Frans Timmermans de venir nous rejoindre, en remerciant beaucoup Anja et Anne.